Alors ça ne m'est pas venu tout seul, déjà on est deux à avoir coécrit et réalisé ce livre. Donc j'ai rencontré Romain Bertrand qui est historien il y a quelques années. Et donc on s'est rencontrés avec l'envie de faire quelque chose ensemble et le sujet est arrivé très vite sur la table parce que l'un et l'autre on avait déjà un intérêt très grand pour cette histoire-là, du contexte mexicain de ces années-là et particulièrement autour du Codex de Florence, donc, ce qui est devenu cette grande encyclopédie de culture aztèque. Qui est devenue une grande source en fait très importante pour comprendre ce monde d'avant la conquête du Mexique par Cortés. Et en fait moi ça fait depuis Florida et en fait même avant Florida que je m'étais intéressé à ça. Parce que mon premier projet, avant que je bifurque vers la Floride française de ces années 1560, eh bien, j'avais un projet premier qui était d'abord mexicain, espagnol et mexicain, avec notamment parmi les personnages ce prêtre Bernardino de Sahagún, qui a conçu avec toute cette équipe de jeunes Nahua latinisés, qui a conçu ce grand livre de 2500 pages, quoi. Et donc, moi j'avais bifurqué à l'époque en découvrant les cartographes français en Floride et l'histoire des Français, de cette expérience coloniale désastreuse que je raconte dans Florida. Il y avait tellement de choses qui m'avaient... pour plein de raisons, en fait, j'avais bifurqué. Mais j'avais laissé de côté des choses qui me tenaient à cœur au Mexique. Et il se trouve qu'en rencontrant Romain, à un moment donné, on en est venu à parler de ça. Et lui, il avait aussi dans ses projets l'envie d'écrire quelque chose autour de l'histoire coloniale mexicaine par le prisme notamment de Bernardino de Sahagún et du Codex de Florence, qu'il connaissait en réalité beaucoup mieux que moi. Et donc c'était parfait, quoi. On s'est tout de suite trouvé sur un sujet commun qu'on avait envie de travailler. Il y avait aussi des questionnements sur les formes de la représentation, sur ce que Romain appelait l'histoire à parts égales, c'est-à-dire d'interroger, de sortir des récits européocentrés pour aller s'intéresser tout autant aux sources des peuples qui ont été colonisés dans ces années, notamment du XVIe ou XVIIe siècle, puisque ce sont ces domaines et son époque de spécialisation. Et donc moi ça résonnait avec des questionnements aussi sur les formes de la représentation, quoi, avec la fascination pour les codex et assez vite donc ce codex de Florence. Pourquoi il m'intéressait au départ, c'est par l'analyse graphique des illustrations qui sont extrêmement nombreuses, faites par donc des indigènes entre guillemets, mais influencé déjà par la culture européenne. Et donc c'est une forme hybride qui mélange à la fois le volume, le modelé, la profondeur avec la perspective, et qui à la fois reprend tout des codes graphiques issus des codex mésoaméricains, toute une culture en fait du langage par l'image en fait, qui est très complexe et qui n'est pas du tout selon les conceptions européennes. Et donc moi je me suis dit il y a quelque chose à faire pour arriver à ce mélange-là, cette hybridation-là, peut-être repartir décomposer les éléments et partir de ce choc des deux mondes graphiques. D'un côté les gravures européennes, puisque l'essentiel des images qui ont été vues par les gens qui ont fait ces images-là dans le Codex de Florence, c'était d'abord par la gravure qu'ils ont perçu le monde occidental, et d'un autre côté les codex mésoaméricains. Donc il en reste très peu des codex de l'époque d'avant la conquête, puisque les Espagnols ont tout détruit en arrivant. Il en reste moins de 10 des codex de l'ère aztèque. En fait, il y en a aussi quelques-uns du côté des Mayas. Donc au total, il y en a une vingtaine, je crois, de l'époque d'avant la conquête. Mais la plupart, il y en a beaucoup qui ont été produits malgré tout dans l'époque coloniale. Et ils sont intéressants parce qu'ils sont justement plus ou moins conçus selon les modalités du passé. Et plus ou moins justement nourris de certaines influences déjà de l'Europe.
Et donc moi j'avais un corpus d'images à essayer d'interroger, de comprendre, et dont j'ai essayé de m'emparer dans la bande dessinée en fait pour essayer de traduire en fait une expérience sensible du monde qui est d'être pris entre ces deux mondes et avec toute la violence qui était aussi celle bien sûr de la colonisation. Donc ça passe par le choc, ça passe par le recouvrement d'une culture qui recouvre une autre culture, mais en même temps il y a aussi le surgissement de celle qui ne se laisse pas recouvrir, et il y a aussi donc il y a tout un tas d'interactions en fait, la coexistence et puis à un moment l'hybridation aussi. Donc quelque part il y avait moyen par les formes graphiques d'exprimer des processus historiques en fait, et qu'on déploie ensuite à travers une histoire vraie qui est celle donc de notamment Antonio Valeriano, notre narrateur, qui est un de ces jeunes indigènes christianisés dans l'enfance, latinisé, qui devient même un grand latiniste en fait, et qui va faire partie de cette équipe d'une certaine façon de chercheurs, c'est-à-dire qui vont chercher à comprendre le monde d'avant en allant interroger des anciens qui ont vécu le monde d'avant la conquête. Et en fait, il y a une démarche là qui était proche de l'ethnographie moderne, par certains aspects, avec une méthodologie en fait, avec des questionnaires, avec des recoupements de sources, et puis finalement l'édification d'un corpus gigantesque qui était d'une grande curiosité en fait. Et ce qui était intéressant et en même temps très troublant en fait, c'est qu'évidemment la démarche initiale elle n'est pas du tout celle des ethnologues modernes, elle est celle d'un missionnaire qui cherche à comprendre la culture du passé pour trouver le bon moyen de la transformer en fait par l'évangélisation. Donc c'est la conquête des âmes, donc c'est un projet là aussi d'une grande violence en fait. Mais le projet les a dépassés d'une certaine façon. Et c'est ça que je trouvais assez fascinant, c'est qu'en réalité, au lieu de faire un travail qui avait pour visée de recouvrir ce monde-là, ils ont fait en sorte que ce monde-là ait fait quelque part ressurgisse et en fait soit toujours préservé dans les mémoires. Et ça a été quelque chose qui a pris de telles proportions que ça a dérangé le pouvoir espagnol, et y compris les pouvoirs ecclésiastiques. Donc tout ça a été plein de contradictions, et donc ce personnage, Antonio Valeriano, navigue au milieu de tout ça et se retrouve pris dans un monde, dans un autre. Et c'était, on a accompagné, moi j'ai eu l'impression d'accompagner graphiquement tous ces processus-là. Et avec Romain, historien, qui a mené des recherches en fait hyper poussées, c'est allé hyper loin dans les sources primaires et puis ensuite dans toute l'historiographie jusqu'à nos jours, jusqu'à des recherches les plus récentes qui ont par exemple valorisé notamment le travail et la qualité justement littéraire par exemple du latin de ces jeunes Nawa qui sont devenus des érudits réellement humanistes du même plan que les humanistes de la Renaissance. Donc ça c'est quand même vraiment étonnant quoi, comme parcours. Et Romain en a fait l'interprétation que finalement ces gens-là, cette génération-là façonnent peut-être vraiment un nouveau monde. C'est eux qui façonnent d'une certaine façon le monde nouveau qui est en train d'émerger, quoi. Donc voilà, tout ça était vraiment hyper vaste et passionnant et riche quoi, à travailler. Ouais. Alors ça c'était bien sûr l'enjeu, la contrainte de graphique que je me suis donnée était aussi la proposition d'un terrain d'expérience passionnant pour le langage de la bande dessinée. En tout cas, moi c'est une des choses qui m'a le plus intéressé dans l'histoire, et c'est une des choses qui m'intéresse de manière générale dans la façon dont j'aime m'emparer d'un corpus graphique de référence d'un livre à l'autre qui ne va pas être le même, mais qui va me permettre de tenter d'essayer des choses en bande dessinée en fait. Là en l'occurrence il s'agissait donc de ces codex mésoaméricains qui sont un langage par l'image qui est en fait proche du hiéroglyphe par exemple égyptien ou maya, sauf que contrairement en Égypte ou dans l'ère maya, ce n'est pas une lecture linéaire. Dans ces aires-là, ce sont dans des cartouches, il y a une lecture linéaire. Non, chez les Aztèques, en fait, il y a du réseau. C'est une composition dans l'espace avec des liens
qui relient des éléments à d'autres, comme des lignes, comme des pointillés, comme des traces de pas, des empreintes de pas. Alors certains éléments, précisément comme les empreintes de pas ou comme des volutes de la parole, sont des éléments graphiques, des pictogrammes qui sont très adaptés au langage de la BD. Enfin, on voit bien comment on peut jouer avec ça en bande dessinée. C'est-à-dire que ça peut, de manière efficace, tout à fait résonner avec notre culture à nous. Mais à d'autres moments, c'est beaucoup plus hermétique, quoi. Il y a des formes comme, je sais pas, celle de la montagne, par exemple, qui n'est pas forcément compréhensible immédiatement au premier coup d'œil, ou des formes, des représentations de la lune ou des étoiles, des choses comme ça. Et donc, l'enjeu, c'était de m'approprier tout un tas de codes graphiques, y compris certains qui sont un peu complexes, mais pour arriver à, quelque part, les amener vraiment dans le langage de la bande dessinée. Il y a par exemple des glyphes de la fumée qui vont avoir vraiment le rôle initial de la fumée quand ils sont représentés, mais parfois la fumée en BD, ça peut être aussi un petit code de la colère, par exemple. Et donc je pouvais m'amuser avec, en allant jouer avec ces codes-là aussi. Et c'est là où il y a un petit jeu vraiment avec le langage spécifique de la bande dessinée. Et donc l'équilibre était de proposer une expérience de lecture qui en fait amène le lecteur assez naturellement tout dans ces mondes-là qui sont très étranges pour nous, et parfois en allant le conduire à des sortes de vertiges, enfin il y a des choses qui peuvent rester mystérieuses, énigmatiques, et peut-être à décrypter. Enfin, il y a possibilité peut-être de faire d'ailleurs plusieurs lectures si on a envie d'aller comprendre à peu près tout. Mais il y a les éléments, il y a les clés pour normalement pouvoir à peu près tout comprendre. Mais voilà, l'idée c'est de le faire de manière trouver le bon dosage en fait pour ne pas perdre les gens en fait, tout simplement, et au contraire les amener, et que presque de manière naturelle, sans qu'ils s'en rendent compte, ils intègrent certains de ces codes comme quelque chose de vivant et de naturel. Il y avait l'idée de redonner vie à une langue morte quelque part, quelque chose de cet ordre un peu. Et ça, c'est la magie de la bande dessinée. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est un art de la suggestion. Avec des images fixes, on donne l'impression du mouvement. Avec des textes écrits, on peut donner l'impression du son, de la voix, etc. Et donc, c'est notre cerveau qui fait les connexions et qui rend vivant tout ça. Et du coup, voilà, c'était ça qui m'intéressait. Et puis après, spécifiquement, sur ces rapports entre les deux registres, je parlais à un moment du recouvrement d'un monde par un autre. Et bien là, il y avait un enjeu possible avec le jeu des cases et des espaces entre les cases. Et donc j'en ai joué à des moments pour suggérer justement des images qui sont pas entre les deux cases. Il n'y a pas de vide, mais il y a des glyphes qui sont souterrains et qui apparaissent et qui tentent parfois de prendre la place, quoi, et qui semblent être recouverts par les cases. Et ça, c'est typiquement que la bande dessinée qui peut jouer avec ça, en fait. Et donc ça, c'était très excitant pour moi. Oui, alors il y a tout le jeu de rapport. Dans les jeux d'opposition entre ces deux mondes graphiques dont je parlais, il y a le rapport de la couleur et du noir et blanc. Le fait d'avoir travaillé avec les gravures faisait que ce monde-là était un monde du noir et blanc. Et c'était intéressant graphiquement d'opposer ces deux écritures graphiques. Et du coup, le jeu de la couleur, en fait, c'est tout le livre, quelque part déploie un dessin qui n'arrête pas de bouger. Les personnages finalement ne sont pas figés dans une identité qui serait une identité pour toujours, en tout cas pour tout le livre, comme c'est souvent le cas en bande dessinée. En général, on fait des choix et on s'y tient pour qu'il y ait une cohérence. Et là, l'idée, c'est pas que ce soit incohérent, c'est qu'en fait, rien n'est essentialisé d'une certaine façon. Les personnages, on va le suivre dans une trajectoire qui correspond un peu à ses émotions, à son ressenti, à ses questionnements identitaires, et il va être bousculé, en fait. Et à des moments, effectivement, déjà au tout début, il est toujours de profil, par exemple. On ne le voit jamais avec du volume, sauf à partir du moment où il est baptisé. Quand il est baptisé, tout à coup, il est de 3/4 face et il y a des hachures qui viennent un peu sur son corps. Et donc, c'est comme si le dessin, très subtilement, de cette façon, c'est même pas fait pour être forcément perçu à la lecture, mais ça agit quand même, je pense, à la lecture. Il y a quelque chose qui se modifie un petit peu. Et effectivement, il va perdre sa couleur.
Et parce qu'à un moment, il est pris par l'éducation chrétienne complètement, pris très très jeune, et donc il est formaté d'une certaine façon à devenir un bon chrétien, etc. Et à un moment, il va se reconvoquer à sa culture d'origine et reprendre de la couleur. Et c'est tout ce jeu-là dont je parlais de l'hybridation qui arrive aussi, qui passe par les formes même de la représentation donc de nos personnages en fait dans le récit, quoi. C'est pas juste des images dont on va parler sur les images. Non, c'est vraiment incarné tout le temps en fait. Tout le livre exprime ça en permanence en fait. Alors j'ai travaillé avec en numérique en fait sur Procreate tout au long du livre. Donc effectivement tous les registres graphiques. C'est plutôt des outils virtuels du coup qui m'ont été utiles. Et voilà, j'aurais pu le faire aussi avec des vrais outils traditionnels, mais là en l'occurrence c'était extrêmement souple pour moi comme possibilité, le fait de travailler en numérique. Notamment quand je faisais des compositions qui étaient avec beaucoup de pictogrammes disposés dans l'espace de partout. C'était compliqué pour moi par exemple de faire des compositions qui anticipent tous les éléments que j'allais organiser dans l'espace, alors que le faire en numérique, eh bien, je pouvais faire monter mon image au fur et à mesure, en dessinant des éléments, puis en pouvant les déplacer quand je voulais, et tout à coup trouver mon chemin au fur et à mesure dans le processus même de l'élaboration de la double page, parce que c'est parfois des doubles pages. Donc ça c'est quelque chose, j'aurais eu du mal à travailler comme ça, avec des outils sur du papier, même si ça aurait pu se faire bien sûr, avec beaucoup d'étapes préparatoires, en fait, d'ébauche, etc. Mais il y avait une souplesse comme ça de travail. Il y avait aussi le fait de jouer avec des sources visuelles, ça permettait aussi bien sûr plein d'usages de la source dans des calques, je pouvais recopier des éléments, les enlever, voilà, c'est plein de possibilités qui étaient très ergonomiques en fait. Et puis avec bien sûr l'enjeu de se rapprocher des vrais outils, et c'est possible maintenant avec ces outils-là. Déjà sur les illuminés, moi j'avais travaillé sur iPad, alors qu'il s'agit d'un travail très pictural qui ressemble vraiment à de la peinture. Et en réalité, même dans la pratique, j'avais l'impression de peindre. C'est-à-dire que de manière virtuelle, j'avais l'impression d'appliquer de la couleur, et ça se mélangeait avec la couleur qui était en dessous, comme si c'était dans de la matière toujours fraîche, et avec une part d'aléatoire qui fait qu'il y avait aussi une gestion de l'accident comme avec les vrais outils. Donc voilà, c'était un outil approprié. Ça ne veut pas dire que je travaillerai toujours avec ça, mais voilà. Je vois finalement pas mal maintenant plutôt les points de rencontre entre mes livres, à vrai dire, même si ça part dans des directions très différentes en apparence. Il y a souvent des questionnements sur les représentations, par exemple, sur la fabrique des représentations, la fabrique des images, la fabrique parfois des récits, et la fragilité, la difficulté de faire émerger des formes, justement, mais aussi la façon dont ces représentations vont produire des effets sur le réel, parfois des effets politiques ou sociaux. Par exemple, dans Hashtag J'accuse, c'est le rôle de la presse, c'est bien les représentations médiatiques et les combats idéologiques sur cette arène médiatique qui sont interrogés. Dans Florida, il s'agissait d'aller in fine sur le terrain des gravures de Théodore de Bry dans le corpus des grands voyages, qui étaient des livres faits dans une optique de façonner les imaginaires sociaux de la Renaissance en Europe, et particulièrement en valorisant les projets des protestants en Amérique contre les catholiques de l'époque, dans cette géopolitique-là liée aux guerres de religion. Donc il y a des questionnements sur les représentations, et là c'est la même chose avec ce Codex de Florence et toutes les ambiguïtés de ce codex, qui est aussi d'ailleurs un livre qui a failli ne jamais finalement exister. Et donc finalement nous aurions été privés d'une source considérable pour comprendre ce monde d'avant la conquête des Espagnols. Et moi je suis assez fasciné finalement par la production des images, ces questionnements-là en fait. Et d'une certaine façon, je les mets en pratique aussi, ces questionnements-là, dans mon propre travail, puisque je sais que je produis des représentations. Je me questionne beaucoup sur précisément d'une certaine façon
les sources que je mobilise pour produire mes représentations, sur les effets qu'elles peuvent susciter. Par exemple, je ne sais pas, sur le fait de questionner les représentations est un des enjeux de mes livres. C'est-à-dire de ne pas prendre pour argent comptant, ça ne ressemblait pas à ça réellement. L'anachronisme dans l'affaire Dreyfus, typiquement, il dit, puisque donc, je représentais l'affaire Dreyfus via les médias contemporains, mais dans des formes hybrides, là aussi déjà, formes qui ressemblent au journal du 19e siècle avec les typographies, etc. Mais quelque part, c'était très clair là, ce qui est vrai, c'est les contenus. Tous les textes sont authentiques, ils sont sourcés tout le temps. Mais il y a un artifice évident qui est, oui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télévision. On le sait, il n'y a pas de mensonge là-dessus. Donc ça ne pouvait pas ressembler à ça. Mais pourtant, vous savez à quoi vous en tenir en fait. Vous savez quoi croire et avec quoi avoir de la distance dans la représentation. Et ça, c'est un questionnement qui m'anime beaucoup. Et donc, quelque part, ça dit la même chose ici dans les Sentiers d'Anahuac. Le fait, par exemple, que la représentation change tout le temps, ou passe d'un monde à l'autre. En fait, aucune de ces deux formes de représentation n'est, entre guillemets, plus légitime qu'une autre ou plus authentique, plus réaliste. Le réaliste ne m'intéresse pas et parfois la reconstitution qui se veut réaliste, elle est un peu un trompe-l'œil, quoi. C'est plutôt parfois des images qui font écran, qui font des représentations qui empêchent de les interroger, ces représentations. Moi, j'ai l'impression de travailler à faire des représentations qui stimulent un questionnement sur, précisément, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre, de voir, sur quoi ça repose, etc. etc. Oui, ça résonne évidemment avec des problématiques importantes. On est dans un temps où il y a des forces vraiment qui visent à créer des frontières entre les mondes et à essentialiser aussi beaucoup donc avec des idéologies très fortes qui définissent les idéologies nationalistes par exemple qui vont se définir forcément contre les autres, etc. Et évidemment ce livre-là dit tout l'inverse, quoi. Donc il me paraît bien sûr, j'espère, utile au débat public si on veut, quoi. Ouais. Oui, donc là je vais faire une réponse courte parce que j'en parlerai pas encore. Mais oui, bien sûr, je suis déjà sur d'autres choses. Historique ? Oui. Ah, quand même un mot-clé. C'est très difficile, j'en sais rien. Je sais pas, là spontanément j'aurais eu envie de dire Borges. Mais je sais, ça pourrait être plein de monde d'ailleurs, mais je sais pas. Oui.